plutôt des questions que de résumer ces enjeux dont Ami et Hugo ont bien montré que quelque part, il était impossible à résumer. Donc, le sujet, me semble-t-il, puisque le colloque d'aujourd'hui porte sur la question de l'Anthropocène, c'est bien sûr de voir ces enjeux de la COP21 par rapport à la progression du concept d'Anthropocène dans la société, le fait qu'il dépasse les milieux savants, et comment est-ce qu'on peut articuler deux notions dont il vient d'être rappelé qu'au fond, finalement, sans doute un grand nombre de Français, pas seulement de Français, ne savaient pas vraiment ce qu'était la COP21, même s'ils ont la claire intuition. Il me semble qu'il y a un dérèglement climatique, et vous pouvez imaginer que sur la question de l'Anthropocène, je pense que c'est encore pire que sur la COP21. Je pense que 95% de la société française ne sait pas ce qu'est l'Anthropocène, et je ne suis pas sûre qu'entre nous, si nous faisions une sorte de petit sondage, nous en donnerions une définition commune. Donc c'est important, je crois, à avoir en tête. Et je voulais donc, pour commencer, je vais développer à peu près une dizaine de points, vous parler de ce qu'a dit Laurent Fabius lorsqu'il est venu aux Journées des Verts, lorsqu'il a parlé donc de cette COP21. Il a dit deux choses que j'ai trouvées très intéressantes. Il a dit « Cette négociation n'a pas d'équivalent parce que quelque part, elle ne s'arrêtera jamais. Et d'autre part, elle n'est pas limitée à une question, elle est planétaire. » Donc je trouve que c'est déjà très intéressant de nous dire une chose sur la COP21, qui est que c'est une négociation continue, et Ami l'a très bien montré tout à l'heure, et c'est une négociation qui concerne l'ensemble de la planète, et j'irai au-delà de la question de la planète, qui concerne évidemment la question de l'humanité, des êtres qui ne parlent pas, de l'ensemble de la nature, et donc on est dans une question qui n'a pas d'équivalent, et ça rejoint donc en ce sens la question de l'Anthropocène, puisque ça a été rappelé tout à l'heure, au fond on est entré dans l'Anthropocène, on ne savait même pas pour un grand nombre d'entre nous, et j'en faisais partie, qu'on était dans l'Holocène, et donc on est dans une situation où on se trouve confronté à des notions compliquées, rattrapées en quelque sorte par le réel, même si Ami parle de schisme avec le réel, on est en quelque sorte rattrapé par le caractère extrêmement grave de la situation réelle actuelle, et on se trouve dans une grille de lecture à inventer, avec des termes qui sont complexes, qui renvoient souvent davantage à des notions scientifiques qu'à des notions relevant du débat public ou des sciences humaines. Et c'est là l'une des grandes difficultés, à mon avis, un des grands enjeux, pour le coup, puisque c'est ça ma feuille de route, un des enjeux de la COP21, c'est certainement de faire comprendre de manière démocratique, au plus grand nombre possible de personnes, la complexité des notions perçues aujourd'hui comme assez scientifiques, mais qui en fait ont un impact direct sur notre existence, sur l'existence de l'ensemble de l'humanité, et au-delà, sur l'existence de l'ensemble des êtres vivants, et sur l'ensemble de la planète. Donc je pense que c'est ça le principal enjeu, et sans vouloir faire de jeu de mots, parce que je discutais hier avec une amie québécoise qui, lorsqu'elle dit moment, parle de momentum, je pense que ce qui est plus intéressant pour nous aujourd'hui, c'est bien de discuter s'il n'y a pas, non pas des enjeux de la COP21, mais un momentum COP21, où au fond, on n'analyserait pas cette COP21 du point de vue soit des ONG, ou du point de vue institutionnel, ou du point de vue de la Chine, ou du point de vue de l'Europe, mais d'un point de vue qui pourrait être un petit peu global, où on considère qu'il y a quelque chose, une espèce d'alchimie. Ça renvoie peut-être à ce que disait Ami sur l'idée que, au fond, les choses ne sont pas forcément dans des scénarios très contrastés, très clivés, très noir et blanc, mais quelque chose pourrait se passer, qu'on n'envisage pas encore vraiment dans sa complexité. Mais y aurait-il un momentum comme 21 ? Moi, je pense que c'est ça le principal enjeu, qui soit un enjeu où, au fond, on puisse avoir, en sortant de ce moment-là, une espèce de grille de lecture commune qui pourrait fonctionner à la fois pour un ministre, pour une ONG, et puis pour un Chinois, pour un Africain. Donc c'est ça certainement qui est en jeu et que je trouve important. Pourquoi est-ce que je dis ça aussi? Parce qu'en discutant avec un certain nombre de représentants d'ONG, ils me disaient, et sans doute Maxime Combe en parlera tout à l'heure, que lorsqu'ils discutent entre eux, ils ont très souvent une discussion sur est-ce que la COP21 va être un échec ou est-ce qu'elle va être un semi-succès? Pas jusqu'au succès, parce qu'on n'est pas dans un univers diplomatique. Et je crois que c'est bien cette grille de lecture qu'il faut arrêter d'utiliser, ni succès ni échec, mais plutôt dévoilement d'une autre manière de lire le monde, et certainement, à partir de là, à partir de cette autre pensée, d'une autre manière d'agir. Pour résumer ce qui se joue entre les ONG, ils ont eu par exemple une discussion assez forte, ce que me racontait un représentant de la CFDT, sur le fait de savoir s'ils devaient se réunir
avant la COP21 pour faire pression, ou après, parce que de toute façon, on savait qu'il ne se passerait rien. Ils ont décidé finalement de le faire avant, mais ça éclaire bien sur la façon dont on est aujourd'hui, dans un monde où, au fond, chacun ayant son petit bout du puzzle, n'imagine pas d'en avoir, au fond, comment dirais-je, une lecture, une grille de lecture qui soit la même que celui des autres, et que les choses se lisent selon la position que l'on a. Et je crois que c'est là un des enjeux démocratiques, c'est comment est-ce qu'on peut établir cette grille de lecture commune, qui doit à la fois concerner bien sûr le simple citoyen, mais aussi dans le milieu des décideurs, et ça je crois que c'est un point essentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas de climato-scepticisme, on dirait virulent, à part quelques exceptions, mais je crois qu'on peut se dire qu'il y a une forme de climato-scepticisme rampant qui peut exister dans la manière de toujours mettre ces questions-là en dessous de la pile et de considérer qu'on peut repousser la décision et lui donner une forme de... Voilà, tout à l'heure, Ami disait, au fond, si on arrive à un accord, de toute façon, il commencera à entrer en vigueur en 2020. Donc cette manière de mettre toujours les choses en dessous de la pile, je crois que c'est ça aujourd'hui l'une des formes du climato-scepticisme, et je crois que c'est là un des enjeux importants pour nous qui se joue, c'est comment est-ce qu'on met les choses sur le devant de la pile, comment est-ce qu'on fait surtout pour faire le lien entre la pensée et l'action, et par ailleurs faire en sorte de changer la relation, par exemple, de la classe politique à ces questions écologiques de manière large. Vous savez, on parle toujours de greenwashing des entreprises, mais je pense que le principal lieu où on pourrait parler de greenwashing, c'est sans doute le milieu politique, puisque aujourd'hui l'ensemble des partis politiques, y compris le Front National, parlent des questions écologiques, mais que lorsqu'ils en parlent, c'est d'abord souvent en décalage avec leurs actes, ou parfois pour revenir sur des choses qui avaient été décidées. La question de l'écotaxe, on l'a tous en tête. Et je donne un exemple parce que j'étais il y a peu de temps en Australie avec Pierre Ducret d'ailleurs, c'était assez intéressant. Vous voyez, on fait des associations entre la Caisse des dépôts et consignations et la Fondation de l'écologie politique pour parler climat. Et au fond, on voit comment en Australie, on est passé, lorsqu'il y a eu alternance politique, d'un Premier ministre qui était assez en pointe sur les questions climatiques à un Premier ministre climato-sceptique. Donc qui là est en train de revenir sur les choses, mais au fond, il y a des espèces de caractères cyclotimiques de la manière dont les politiques traitent les questions écologiques et climatiques, parce que, en quelque sorte, ils ont l'impression que tout est réversible. Ils n'ont pas la conscience claire de l'irréversibilité, ils n'ont pas de formation scientifique, et cette façon, cette cyclotimie politique est évidemment quelque chose contre lequel nous devons lutter. Donc pour continuer sur mes points, parce que là je suis partie un petit peu loin, je crois qu'il y a donc un paradoxe sur ces deux notions de négociation climatique et d'anthropocène, c'est qu'en quelque sorte nous prenons conscience de la gravité de la situation au moment même où on est déjà dans une telle urgence qu'il faudrait avoir commencé à agir il y a déjà longtemps. Et je crois que c'est l'une des principales difficultés démocratiques auxquelles nous sommes confrontés, c'est que dévoiler à chacun d'entre nous la gravité de cette situation et donc se retrouver dans une situation où le futur apparaît extrêmement sombre et en même temps donner l'envie d'agir et réussir à en faire un projet global, collectif et pas seulement rester dans son coin avec des manières d'agir qui peuvent être assez différenciées, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. C'est un paradoxe, on est dans l'anthropocène, on fait la COP21, on nous dit que c'est la négociation de la dernière chance et qu'en même temps on sait très bien qu'on n'arrivera pas à aboutir à tous les objectifs qui sont affichés. C'est le point important, et moi j'estime qu'à partir de là, il ne faut ni se mettre en tant que pessimiste ou comme optimiste, parce que la question c'est plutôt de trouver le langage de l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que la catégorie classique sur optimiste, pessimiste, la façon dont par exemple on nous explique qu'il faut penser les solutions pour expliquer aux gens que les choses au fond ne sont pas déjà jouées, me semble être extraordinairement faible par rapport à la complexité de cette situation, et que ce qui est important c'est plutôt, et là je voudrais développer un petit peu, de trouver un langage de la transition. Tout à l'heure, Ami Dahan a évoqué cette question de la transition en regrettant qu'on la pense d'une manière souvent trop sectorielle ou trop floue. Moi, je suis aussi assez frappée du fait que lorsqu'on parle de transition, d'abord souvent on réduit ça à la transition énergétique, laissant ainsi de côté toute la question de la transition sociale, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure lorsque vous avez évoqué cette nouvelle société, qui n'est pas celle de Jacques Chaban-Delmas des années 70, mais qui est la nouvelle société écologique. À partir de là, comment est-ce qu'on fait pour donner un visage à cette société qui serait en quelque sorte la société qui a pris conscience de l'anthropocène, mais qui aussi développe donc un projet du futur, qui ne prend pas seulement conscience de la catastrophe qui pourrait s'annoncer, mais qui développe la capacité d'un futur et d'une perspective. Donc c'est bien ça la question qui est devant nous.
nous, cette transition sociétale et sociale, et on voit bien qu'en réduisant les choses dans le débat public à la question de la transition énergétique, quelque part, on se remet dans un cadre qui d'abord ne conteste pas suffisamment la notion de progrès et de progrès technique, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, au fond, on va substituer une énergie à une autre, alors que le sujet, c'est bien la maîtrise de l'énergie, le changement de notre attitude vis-à-vis de l'énergie, le changement de la manière de construire la ville, le changement de l'éducation, etc. Donc on n'entre pas suffisamment dans la trajectoire sociale. On reste aussi sur des choses qui relèvent, tout à l'heure Ami parlait de la technocratie, qui relèvent au fond d'un vocabulaire et de manières de faire qui sont trop top-down et non pas... Alors j'aime pas forcément top-down, bottom-up, mais en tout cas qui ne sont pas suffisamment partagés. On laisse de côté l'enjeu démocratique sur le fait que si on veut vraiment organiser la transition, il faudra partager l'envie de la faire de la manière la plus large possible. Et on laisse de côté évidemment la question de la transition donc démocratique et politique. Je voulais terminer là-dessus mon intermède parce que d'abord j'appartiens à un parti politique en dehors de la question de la fondation de l'écologie, mais ensuite parce que je suis surtout très frappée du fait que la question du projet écologique apporté arrive au moment où nous vivons en même temps une espèce d'attrition démocratique, une crise de la démocratie représentative, et qu'au fond, la difficulté que nous avons à faire progresser l'enjeu écologique dans la société, alors même qu'il y a, et ça toutes les études d'opinion en parlent, une grande intérêt pour les questions écologiques, une modification des comportements, c'est parce que la méfiance à l'égard de ceux qui décident et à l'égard de ceux qui sont élus est aujourd'hui telle que peu de personnes imaginent qu'on puisse en faire un projet qui soit un projet global, pas seulement un projet national, bien sûr un projet sans frontières, un projet européen. Et à partir de là, il me semble que cette question de penser à partir de la question de l'Anthropocène et au fond des enjeux du dérèglement climatique, de penser cette transition politique est quelque chose d'essentiel. Je ne parle pas là seulement, évidemment, d'une question institutionnelle. Il me semble que ce qui est important, c'est évidemment de faire évoluer la sociologie des élus et de faire évoluer, pour ceux qui sont élus, leur relation au temps, leur relation à la complexité, leur relation au savoir. Lorsque nous voyons que, considérer que pour un décideur politique et au fur et à mesure qu'il monte dans la hiérarchie, les choses s'accentuent, ce qui est important, c'est de faire des notes de 2 paragraphes et demi. Nous voyons bien que comprendre l'Anthropocène, comprendre même tout simplement qu'est-ce que peut être une COP21, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile, même impossible. Donc je pense que nous avons devant nous cette question de la transition politique, et en ce sens, puisqu'il a été question d'empowerment, je ne me rappelle plus comment ça se traduit en français, mais au fond on peut le comprendre, je crois que le sujet, c'est évidemment que nous puissions, dans cette salle, ne pas imaginer que les choses viendront un jour d'un homme ou d'une femme providentielle qui portera la transition écologique ou la transition politique. Donc à partir de là, comment pouvons-nous nous saisir de cet enjeu démocratique? Comment pouvons-nous faire en sorte d'associer démocratie, complexité et action? Parce qu'aujourd'hui, il me semble, et je voudrais terminer là-dessus, que le scepticisme qui peut exister, y compris lorsqu'on parle de lutter contre le dérèglement climatique, vient aussi, au fond, des revirements autour de l'action. Il a été question tout à l'heure du nucléaire. Je pense que c'est extrêmement bien d'avoir inscrit dans la loi de transition énergétique un plafonnement de la capacité nucléaire, mais on voit bien que, alors que les choses avaient été... sont discutées depuis des décennies. On voit bien que lorsqu'elles avaient déjà été convenues entre partenaires politiques en 2011, il a fallu ensuite 4 longues années pour arracher les choses. Et au fond, nous sommes confrontés à une situation où, à mesure que nous réalisons l'ampleur des changements effectués, nous réalisons aussi l'ampleur des résistances à surmonter. Donc, en ce sens, les politiques, ceux et nous, citoyens, nous qui sommes dans une démocratie, qui avons cette chance, nous avons apporté cette capacité à se ressaisir de l'action et pas seulement à parler et à débattre. Je voudrais terminer donc ce petit intermède là-dessus. Nous sommes dans une salle où nous parlons, mais nous devons développer ensemble ce langage de l'action et faire en sorte que, au fond, on ne puisse pas, en matière écologique, aller dans des revirements à 180 degrés, comme c'est trop souvent observé dans l'ensemble des démocraties occidentales. Je ne connais pas assez la situation ailleurs, mais il me semble que c'est un des sujets sur lesquels aujourd'hui on peut se contredire, on peut renoncer, on peut dire qu'on fera plus tard, de la manière la plus évidente, visible possible, sans que cela suscite véritablement de scandales, qu'ils soient médiatiques ou de la part de l'opposition politique. Je pense que ça, c'est une situation contre laquelle nous devons lutter. Et donc l'un des enjeux de la COP21 pour moi, puisque je terminerai là-dessus, c'est un enjeu donc de transition politique. Comment fait-on pour que, au fond, la façon dont on peut considérer que l'écologie politique est d'abord du domaine des valeurs
et restera du domaine des valeurs sans être du domaine du passage à l'acte, soit quelque chose qui, après la COP21, soit nettement, comment dirais-je, réduit et puisse être considéré comme appartenant au passé. Voilà, je terminerai là-dessus en vous disant que il me semble que la notion d'anthropocène est une notion extrêmement féconde, mais auquel j'aimerais qu'on trouve un synonyme qui puisse être quelque chose le plus largement partagé. Là-dessus, il a été question du pape. Je termine là-dessus. Ce qui me semble, c'est qu'aujourd'hui, le vide politique est tel que le principal homme politique écologiste finit par être le pape, et moi qui suis une laïque, j'aspire à ce que cette situation puisse être dépassée. Merci.